Le stress. Toujours le stress. Marre de ce sentiment négatif qui nous empoisonne l'existence ? Si vous aussi, vous voulez en finir avec le stress, vous n'êtes pas seul. 85% des gens le considèrent comme nocif et indésirable. Selon l'OMS, c'est même l'un des principaux risques pour la santé au XXIe siècle. Et si, en réalité, ce n'était pas le stress le problème, mais nous ? Stress per se ist nicht schlecht. Wir müssen quasi den Stress als unseren Freund erleben. Un ami capable d'améliorer nos performances, notre concentration et notre motivation, et qui faciliterait l'apprentissage. Il irait même jusqu'à renforcer notre système immunitaire. Ça semble absurde. Comment quelque chose qui peut nous rendre si malades pourrait aussi nous transformer en super-héros ? Notre programme de gestion du stress est-il obsolète ? Nous faut-il une mise à jour ? Comment faire du stress un précieux allié ? Le stress nous fait-il du bien ? Franchement, quelle question ! Tout le monde sait que se sentir comme un hamster dans sa roue n'a rien de réjouissant. Et selon une étude menée chaque année dans 122 pays, la situation empire. En 2021, près d'une personne sur deux affirmait éprouver un stress important, un record. Sommes-nous entrés dans l'ère du stress ? Wenn wir mal zurückschauen, nicht nur 100 Jahre, sondern Tausende von Jahren, da waren die Stressoren eigentlich noch viel schlimmer. Wir haben ja heute eigentlich viel weniger Aggression, viel weniger Stress als früher, zumindest von den wirklich lebensbedrohlichen Situationen. À la différence de nos ancêtres, notre quotidien n'est pas une lutte permanente contre la faim, le froid et les animaux sauvages. On devrait donc être bien plus zen. Alors pourquoi est-on autant sur les nerfs ? Unsere Biologie stammt aus der Entwicklung von 120.000 Generationen Jägern und Sammlern. Unsere heutige digitalisierte Welt ist gerade mal vielleicht 2 Generationen alt. Und an diese Umwelt müssen wir uns anpassen, jeden Tag, und sind aber eigentlich noch in der Steinzeit biologisch. Und deswegen entsteht Stress. Notre système préhistorique de réponse au stress ne serait donc pas adapté à la vie moderne ? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe lors d'un coup de stress ? Au début du XXe siècle, le physiologiste américain Walter Cannon étudie ce qui se produit dans l'organisme des animaux et des humains confrontés à un danger. Il découvre alors qu'une nuée d'hormones assaille notre système nerveux. On doit répondre, on doit se dépêcher, donc il faut mobiliser le corps, il faut mobiliser l'énergie, on doit se concentrer. L'adrénaline, noradrénaline vont agir partout dans le corps, vont permettre d'accélérer le rythme cardiaque, vont mobiliser du glucose à partir du glycogène, va permettre de respirer, va ouvrir plus les alvéoles pulmonaires pour mieux respirer. Une réaction fulgurante que Walter Cannon baptise « Fight or Flight Response », la réponse combat-fuite. L'ensemble des mécanismes qui pilotent cette réponse est décrit plusieurs décennies plus tard par le biochimiste canado-hongrois Hans Selye. Il le nomme « stress ». La réponse combat-fuite est le premier stade de la réaction au stress. Aujourd'hui, on en connaît aussi les principales responsables. Des glandes endocrines de quelques centimètres perchées sur nos reins, les surrénales. Face à un agent stressant, la corticosurrénale sécrète la fameuse hormone du stress, le cortisol. De son côté, la médullosurrénale produit de l'adrénaline. Ce cocktail d'hormones plonge notre corps en état d'alerte. Si la menace se confirme, il agit comme un carburant hautement explosif. On a de meilleurs réflexes, on court plus vite, on saute plus loin que dans notre état normal. Car le cortisol est une hormone stéroïde. C'est comme si on s'administrait un produit dopant concocté par nous-mêmes. Aujourd'hui, il est rare qu'on soit face à un vrai danger mortel. En revanche, notre quotidien est truffé de petites sources de stress. Et notre corps y réagit de la même façon que si on était poursuivi par un tigre à dents de sabre. Un décalage nommé maladie de l'inadéquation évolutive. Wir sind dadurch gestresst, dass uns Nachrichten jeden Tag erreichen, dass wir ungefiltert die Entwicklungen auf der Welt, ob es jetzt gute oder schlechte sind, verarbeiten müssen. All das führt dazu,
dass unser Stressverarbeitungsknopf immer angeschaltet ist. Notre système nerveux est programmé pour faire face à des menaces de courte durée. Pas pour des piles de dossiers au bureau, des contrôles incessants à l'école ou une grève des transports pile le jour où on doit voyager. Le problème, c'est qu'il nous est difficile d'échapper à ces stresseurs modernes. Alors que devient tout ce stress qui s'accumule? Die Fight-or-Flight-Response haben wir heute immer noch, aber wir bauen es nicht mehr ab. Also wir haben diese ganzen Stresshormone, die durch unser Blut zirkulieren. Cortisol, Glukokortikoide, Adrenalin. Das ist alles da, aber dadurch, dass wir uns nicht bewegen und quasi angespannt im Büro sitzen und vielleicht noch versuchen zu lächeln, um einen ruhigen Eindruck zu machen, bauen wir es nicht mehr ab. Notre système de réponse au stress est comme un élastique. Si on l'étire fortement mais qu'on le relâche ensuite, il tient. Face au stress du quotidien, à cause d'embouteillages ou de métro bondés, il faut ensuite se ménager une pause pour que notre système nerveux tienne le coup. Mais quand le stress ne nous laisse aucun répit et devient chronique, l'élastique finit par craquer. Der Stress, der uns krank machen kann, ist derjenige, den wir nicht mehr abschalten können. Wenn wir diesem Stress ausgeliefert sind und das Gefühl auch haben, dass wir unsere Lebensumwelt überhaupt nicht beeinflussen können, unseren eigenen Bedürfnissen nach, dann kann daraus chronischer Stress entstehen und der macht dann krank. Man kann depressiv werden, man kann Suchtmittel in einem höheren Ausmaß konsumieren. Durch Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten entwickeln. Un peu comme l'appendice, notre système de réponse au stress est une sorte de vestige de l'évolution. Le monde où on avait besoin de lui pour survivre a disparu depuis longtemps. Et à notre époque, il s'enflamme à longueur de temps. Au moins un tiers des maladies de civilisation sont liées au stress chronique. Il est co-responsable de 160 millions de cas de troubles mentaux par an, rien que dans l'Union européenne. Notre mode de vie moderne et urbain s'accompagne de nombreuses formes de stress. Stress social, stress lié à la densité ou au contraire à l'isolement et bien d'autres. Stadtleben geht natürlich mit Stress einher. Deswegen finden wir ja auch bei Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern ein größeres Risiko, zum Beispiel für Depressionen. Das ist 1,5-mal so groß. Die Schizophrenie kommt sogar mit einem doppelt so großen Risiko einher, wenn man in der Stadt wohnt. Le stress pourrait aussi favoriser la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est tout à fait possible parce que certaines parties du cerveau, comme l'hippocampe, rétrécissent lors de l'exposition à des stress chroniques. Donc ça veut dire qu'il y a une modification de la structure de cette région du cerveau. Les pertes de mémoire chez les gens exposés à des stress chroniques peuvent être importantes. Quant aux troubles du métabolisme liés au stress, comme le diabète de type 2 et l'obésité, l'Institut Max Planck parle même d'une hausse mondiale comparable à une épidémie. Le stress lui-même n'est pas sans rappeler une épidémie, car il est contagieux. Quand on fréquente une personne stressée, notre taux de cortisol peut augmenter en miroir. Un stress empathique qui peut se déclencher à la simple vue de signaux de nervosité. L'être humain est comme un sismographe du stress ultra sensible. À force d'être entouré de personnes nerveuses, on risque de vaciller à notre tour. Comme si ça ne suffisait pas, un projet de recherche de l'Université de Zurich suggère qu'en plus de notre propre stress, qui nous harcèle au quotidien, on est aussi poursuivi par celui des générations précédentes. Le stress serait héréditaire ? Si on prend une femelle souris, que l'on met avec un mâle souris, pendant quelques jours, on retire ensuite le mâle, la femelle va avoir des petits 3 semaines plus tard. Donc ces petits sont tous normaux, si la maman et le papa étaient normaux. L'expérience est ensuite menée avec des souris mâles ayant subi un stress traumatique précoce. Ce stress répété a endommagé leur capacité cognitive et provoqué des comportements anormaux. Les jeunes souris grandissent sans contact direct avec leurs géniteurs. Pourtant, elles présentent des symptômes de stress identiques. Et les générations suivantes aussi. L'étude montre que les conséquences du stress sur les fonctions cognitives, la mémoire et le comportement peuvent se transmettre jusqu'à la 5e génération. Et pas seulement à travers les mâles.
les séquelles liées au stress peuvent aussi se transmettre via les gamètes femelles. Pas de chance pour les souris. Mais peut-on en déduire que ça s'applique aussi à l'espèce humaine ? Les rongeurs sont aussi des mammifères, donc ils ont en effet des caractéristiques différentes, mais leur génome n'est pas si différent de celui de l'être humain. Ils ont des comportements qui sont assez semblables à celui de l'être humain. Et pour répondre à votre question de savoir si des effets du stress peuvent affecter les cellules reproductrices humaines, oui, probablement. Ça ne fait plus de doute, le stress est notre ennemi. Non seulement il est contagieux, mais en plus, il peut s'en prendre à plusieurs générations. Seule solution, le mettre hors d'état de nuire. On s'y emploie depuis longtemps avec des méthodes douces. Le yoga, la respiration contrôlée, la pleine conscience, le running. Des activités qui font sensiblement baisser le taux de cortisol. Mais face au stress qui s'accumule, peut-être est-il temps d'employer la manière forte. Les tigres à dents de sabre ont beau avoir disparu, les stresseurs modernes nous exposent à un stress chronique. Ne faudrait-il pas essayer d'éliminer totalement ce fléau ? L'une des pistes, remonter à la source du mal, au cortisol, la principale hormone du stress. On connaît déjà les bêta-bloquants qui inhibent l'action de l'adrénaline et de la noradrénaline. Il existe aussi d'autres remèdes anti-stress naturels et sans ordonnance. Et si on allait plus loin ? Imaginez qu'il existe une pilule miracle. Il suffit de la prendre au coucher et le lendemain matin, le stress a totalement disparu. En Allemagne, vous êtes 60% à dire que vous prendriez cette pilule sans hésiter. En France, 45%. À quoi ressemblerait ce monde ? On pourrait enfin dormir tranquillement. Et on dormirait très longtemps. Beaucoup trop longtemps. Mais que se passe-t-il ? Allez, debout, du nerf ! Man wird antriebslos. Es fehlt einem so ein bisschen die Power. Man hat morgens so dieses Gefühl, dass man gar nicht aufstehen möchte, dass man sich erst mal 2 Stunden im Bett hin und her wälzt, bevor man aufwacht. Et une fois réveillé, on serait fatigué en permanence, sans appétit, et on sursauterait à tout bout de champ. Sans compter qu'on aurait en permanence la nausée, des vertiges et une tension artérielle trop basse. Sans le cortisol, hormone du stress, mais aussi de l'énergie, pas de vie possible. C'est une fonction vitale dont on a besoin. Wir müssen quasi den Stress als unseren Freund erleben. Pardon ? Est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Comment le stress, qui peut être si nocif, peut-il simultanément nous être bénéfique ? Reprenons au début. Qu'est-ce que le stress exactement ? Demandons au pionnier de la recherche en endocrinologie, Hans Selye, qui a introduit le terme de stress en médecine il y a 90 ans. Il a rédigé 1700 articles sur le stress, a coécrit 39 livres, a reçu 43 titres honorifiques et a été nommé 17 fois pour le prix Nobel. Si quelqu'un savait ce qu'est le stress, c'est lui. Sa définition a de quoi intriguer. Selye définissait le stress sur le plan biochimique comme la réaction non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Cela signifie que le cocktail d'hormones qu'on produit face à une situation stressante n'est ni bon ni mauvais, mais tout simplement neutre. C'est donc ensuite que tout se joue. Mais comment ? Prenons un cas pratique. 2 ballerines descendent de scène après la première d'un spectacle. Toutes les 2 ont répété avec la même assiduité et dansent depuis le même nombre d'années. Mais l'une a eu un terrible trou noir sur scène, alors que l'autre n'a jamais aussi bien dansé que ce soir-là. Comment l'expliquer ? Der Effekt im Körper wird der gleiche sein. Beide werden diese Stresshormone im hohen Ausmaß freisetzen. Beide werden einen sehr hohen Puls, einen hohen Blutdruck haben. Beide werden sagen, dass sie vorher fürchterliches Lampenfieber hatten. Dans leurs veines circule le même torrent d'hormones du stress, cortisol et adrénaline. Pourtant, le résultat final est totalement opposé. Pourquoi l'une des ballerines surmonte-t-elle son stress avec brio, alors que l'autre s'effondre sous son poids ? Hans Selye supposait qu'il existait en nous une sorte de bifurcation pour les hormones, débouchant sur 2 types de stress. Il a baptisé l'une de ces directions Distress. Distress ist im Grunde genommen, wenn ich diese Stressantwort vom Körper habe
und dabei auch diese ganzen negativen Gedanken habe. Da laufen dann automatische Prozesse ab, die quasi in so eine Stressspirale führen. Und das kann dann auch sehr lange andauern und auch in einer gewissen Weise zu so einem Zyklus führen, wo man immer gestresster wird, weil man sich immer negativere Gedanken macht. Quand on évoque le stress aujourd'hui, on parle en réalité de distress. On se sent dépassé, anxieux, sans contrôle sur ce qui nous inquiète. Un mal-être qui peut s'amplifier jusqu'à devenir chronique et impacter notre santé mentale ou physique. Mais Hans Selye pensait que là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Donc qu'il existait aussi une forme de bon stress, appelée eustress. Il le définissait comme un moteur interne qui nous pousse à relever des défis et à nous montrer à la hauteur. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce stress-là nous rendrait plus performants et en meilleure santé. En un mot, l'exact opposé du distress. Le problème, c'est que si le distress laisse des marques, comme des troubles psychiques ou d'autres maladies, le stress ne laisse pas de traces. C'est bien connu, ce qui nous fait du bien est difficile à détecter ou à mesurer médicalement. La preuve avec la littérature scientifique sur le sujet. En 2020, si on interrogeait les bases de données sur les publications scientifiques mondiales relatives au stress, on trouvait 16 400 entrées concernant le distress, contre seulement 203 pour le stress. Alors, ce bon stress existe-t-il vraiment? Ou Hans Selye pourchassait-il un fantôme? Dans les années 1980, Susan Folkman et Richard Lazarus ont apporté un début de réponse, par un chemin détourné. Les chercheurs ont présenté à des volontaires un film avec des images perturbantes, tandis qu'ils mesuraient leur activité électrodermale. En clair, le stress les faisait transpirer. Mais si les volontaires étaient avertis de ce qu'ils allaient voir, alors leur réponse au stress était atténuée. Ils parvenaient à faire face à la situation. La conclusion, le stress est aussi ce qu'on l'autorise à être. Qu'il ait un effet positif ou négatif est une forme de décision, et tout se joue dans notre tête. Cette découverte a marqué le tournant cognitif de la recherche sur le stress. Il ne serait pas une voie à sens unique tracée par les hormones, mais dépendrait de la façon dont on appréhende mentalement une situation. Stress kann uns beflügeln oder lähmen. In einer negativen Stresssituation sendet der Hypothalamus ein Signal an die Hypophyse, die wiederum an die Nebennierenrinde und es wird eine Kaskade an Prozessen ausgelöst. Und das kann unser Denken lähmen, denn das hemmt unseren präfrontalen Kortex für rationales Denken. Oder man kann in einen sogenannten Reward State kommen, einen Belohnungszustand. Cette disposition positive peut même nous plonger dans le flow, un état de concentration maximale et d'accomplissement très gratifiant, comme celui d'un enfant absorbé par le jeu. On perd alors toute notion du temps et de l'espace, on déborde de créativité et on apprend plus facilement. Dann schüttet das Gehirn Dopamin aus, Noradrenalin und Acetylcholin und das heißt, es gibt ihnen den positiven Stress. Le flow est en quelque sorte la chantilly sur le gâteau du bon stress. Et pour faire l'expérience du stress positif, la condition essentielle est d'aborder une situation en ayant le sentiment d'être à la hauteur. Wenn wir das Gefühl haben, der Situation, in der wir uns befinden, nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern mit einer bestimmten Handlung auch dafür zu sorgen, dass sich ein Problem löst, dann haben wir das, was wir als Kontrollerfahrung oder Selbstwirksamkeitserleben bezeichnen, auf Psychologendeutsch. Les psychologues Lazarus et Folkman ont nommé ce modèle Challenge Response, ou réponse à un défi. La perspective de réussir nous apaise illico et le stress devient positif. On sait aujourd'hui qu'il peut alors améliorer nos performances physiques et mentales, nous rendre plus motivés, plus aptes à apprendre et qu'il va jusqu'à renforcer notre système immunitaire. Il existe donc déjà un antidote très efficace à l'épidémie de stress ambiant. Et c'est paradoxalement le stress lui-même, mais le bon stress. Voilà pour la théorie. Mais en pratique, peut-on vraiment changer notre état mental et pousser consciemment nos hormones à prendre la direction du bon stress ?
Das sind sehr robuste, alte neuronale Netzwerke, die quasi automatisch aktiviert werden. Da haben wir auch relativ wenig Kontrolle drüber. Und das sind nicht Sekunden, sondern wirklich Millisekunden, die entscheiden. Und das läuft eigentlich ziemlich automatisch ab und das entscheidet unser Gehirn unbewusst. Or, notre cerveau semble avoir tendance à interpréter bien des situations quotidiennes comme dangereuses, hors de notre contrôle et donc angoissantes. Cela explique que le distress fasse tant de ravages parmi nous. Mais est-ce une fatalité ? La décision de fuir ou de relever le défi n'est pas prise au hasard par notre cerveau. Elle découle d'une sorte de reconnaissance d'un schéma. Celle-ci est génétiquement ancrée en nous, mais elle dépend aussi et surtout de notre imprégnation. Et c'est là qu'on peut tout changer. Reprenons l'exemple de nos ballerines, en particulier de celle qui a eu un trou de mémoire. Mais les deux se rejouent la représentation dans leur tête. Bei den Katholiken war es so, dass man abends ja noch mal eine Besinnung machen sollte und beten sollte. Und sowas Ähnliches machen wir eigentlich alle. Der eine wird sich denken, bei dem es gut lief, super, mache ich genauso wieder. Die andere wird denken, so geht das nicht, ich habe Angst. Und beim nächsten Auftritt ist sie oder er schon so verzagt, dass es dann eigentlich wieder daneben geht. Ça peut sembler anodin, mais c'est un mécanisme important pour la gestion psychologique du stress, l'évaluation a posteriori. Car c'est à la mesure de nos expériences que notre stressomètre va s'ajuster, comme un instrument s'accorde à un diapason. Faire des erreurs ou connaître des échecs n'est pas le problème. Ce qui importe, c'est notre attitude face à ça, et notre façon de nous préparer à la prochaine situation similaire. Voilà où on peut intervenir, en se montrant plus résilient. La grille de notre stress est un peu comme un tamis cérébral. On peut difficilement contrôler la quantité de stresseurs qu'on va rencontrer au quotidien. En revanche, on peut apprendre à notre tamis cérébral à faire le tri entre ce qu'il doit considérer comme réellement dangereux et stressant et ce qui ne l'est pas. Des chercheurs de l'université Stanford ont montré que ça marche. Ils ont reproduit l'expérience de Lazarus et Folkman avec un paramètre supplémentaire. Deux groupes de volontaires ont visionné des vidéos. Aux uns, il était dit que le stress était nocif, aux autres, que le stress rendait plus fort. Les chercheurs ont ensuite procédé à des tests de stress. Le groupe « Le stress est bon » a affiché des taux de cortisol plus bas et une réaction au stress plus courte, avec un rythme cardiaque revenant plus vite à la normale, que le groupe « Le stress rend malade ». Changer de mentalité peut donc tout changer, en bien comme en mal. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Menschen, die glauben, dass Stress schlecht für sie ist, auch wirklich die negativen Folgen von Stress stärker spüren. Früher sterben, öfter krank werden, mehr Herzinfarkte erleiden und so weiter. Un phénomène appelé stress secondaire. On stresse parce qu'on se sent stressé. De quoi déclencher une réaction en chaîne qui va nous épuiser, même si l'agent stressant d'origine n'avait rien de grave. On parle d'une épidémie de stress, mais c'est un petit peu l'autoréalisation de choses qui, si on en parle tout le temps, les gens finissent par croire qu'en effet, ils sont stressés. Effectivement, les chercheurs estiment à 85% le nombre de gens avec une disposition négative et figée vis-à-vis du stress. En gros, presque tout le monde. Il est plus que temps de corriger notre état d'esprit. Mais comment ? Le stress ou être exposé à une situation stressante ou difficile ou avec un challenge, ça fait partie de la vie. Et ça peut être en effet un succès de se dire, voilà, j'ai été exposé à cette situation qui était difficile, qui n'était pas prévue, qui aurait potentiellement pu m'affecter, être dangereuse. Mais j'ai bien réagi, j'ai eu une bonne réponse, j'ai trouvé une solution à quelque chose qui me semblait insoluble. Donc c'est positif, je me sens renforcée. Quelques mantras et un soupçon de méthode Coué suffiraient à mettre notre stress en sourdine ? Psalmodier « Le stress est notre ami » pour que tout s'arrange ? Difficile d'envisager sérieusement que ce soit une solution durable. On parle tout de même de reprogrammer notre cerveau, de reformater notre disque dur du stress. Wir können neue Stressantworten in uns implementieren. Das bedeutet aber sehr viel Training. Wir müssen das immer wieder üben, weil die Versuchung groß ist, in alte Muster zurückzuverfallen. Mais notre cerveau en est capable. Car en plus de ressembler à de la pâte à modeler, il se comporte un peu comme tel.
La neuroplasticité cérébrale permet de modifier sa structure, ses connexions, à n'importe quel âge. Chaque interaction, chaque dialogue, chaque pensée est comme un nouveau sentier tracé dans notre cerveau. Et ça vaut aussi pour nos habitudes face au stress. Quand on sent qu'elle nous plombe, un entraînement adéquat permet de reprendre le dessus. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich ein unglaublicher Perfektionist bin, dann kann ich mir mal überlegen, was eigentlich passieren würde, wenn ich eine Aufgabe nicht zu 120%, sondern vielleicht nur zu 100% oder sogar nur zu 80% ausführe und dann überlegen, was hätte das eigentlich schlimmstenfalls für Konsequenzen. Und dann merkt man erstmal, mit wie vielen katastrophisierenden Gedanken eigentlich man ausgestattet ist. Und das kann eine ordentliche Stressspitze nach oben treiben. Das muss aber eben nicht sein, sondern wir können uns, wenn wir das erlernt haben, dann auch rechtzeitig beruhigen und unseren inneren Stresstreiber quasi zurückrufen. En résumé, il est possible et efficace de changer notre vision du stress. Reste une dernière question. Est-ce que ça se répercute aussi sur les gènes? Comme un vaccin anti-stress transgénérationnel? Pour le savoir, les petits de souris fortement stressés ont bénéficié d'une thérapie, par le biais d'exercices difficiles mais faisables. Ils devaient trouver leur nourriture au fil d'un parcours changeant chaque jour. Ils amélioraient ainsi leurs sensations corporelles et faisaient l'expérience du succès dès qu'ils découvraient la nourriture. L'efficacité personnelle, ça marche aussi chez la souris? Oui, on a réussi à démontrer chez la souris qu'en effet, un environnement enrichi pendant quelques semaines permettait de corriger les symptômes de stress et permettait de préserver la génération suivante. Ça puisse aussi permettre de réverser les symptômes et puis d'éviter que les cellules germinales portent des marques des traumatismes de l'enfance et corrigent ces marques de façon à préserver les enfants. La chaîne héréditaire peut être brisée afin de diminuer notre niveau de stress. Pas seulement pour en profiter ici et maintenant, mais aussi au bénéfice des générations futures. Pour ce faire, on a tout un attirail à notre portée. De l'activité physique, la respiration contrôlée, une alimentation équilibrée, un bon sommeil. On peut apprendre à mieux gérer le stress quotidien et toujours se demander si les situations stressantes auxquelles on s'expose en valent vraiment la peine. Le stress chronique reste néfaste et doit être évité. Mais parfois, c'est tout bonnement impossible. Que faire quand on est exposé au stress sans possibilité d'y échapper? Beaucoup de gens dans le monde sont confrontés à des facteurs de stress majeurs, comme la maladie, la guerre ou la pauvreté. Et pourtant, certains d'entre eux surmontent ces épreuves sans souffrir à long terme d'importants troubles psychologiques. Ils semblent disposer d'une résilience presque infinie face au stress. Personne ne sait trop pourquoi, mais il y a une hypothèse. Im Akuten ist es sicher so, es braucht manchmal Ablenkungsstrategien. Und das andere ist natürlich, niemand geht davon aus, der psychisch gesund bleiben will, dass schwierige Zeiten genau so bleiben. Les recherches récentes en psychologie montrent en effet que l'espoir est plus qu'un concept quasi religieux ou une simple émotion. C'est une stratégie qui aide à surmonter une épreuve, à accepter de longues périodes d'incertitude, sans nier pour autant la réalité. Un proverbe dit bien « l'espoir meurt en dernier ». Et il pourrait même être notre bouclier le plus puissant contre le stress négatif. On ignore encore comment il agit sur notre mental. Mais en attendant d'en savoir plus, gardons espoir. Et souvenons-nous qu'on peut se prémunir contre l'épidémie de stress en portant un regard bienveillant sur notre nouvel ami, le stress.